Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau des livres à la une, l'émission d'Universcience consacrée à l'actualité de l'édition scientifique. Une émission enregistrée chaque premier samedi du mois à 15 h au Palais de la Découverte et retransmise sur le site web d'Universcience, universcience.tv. Aujourd'hui, excusez-moi l'expression, un sujet sans limite, l'infini et une multitude de questions. Qu'est-ce que l'infiniment grand? Qu'est-ce que l'infiniment petit? Que contiennent-ils? Y a-t-il une limite à l'infiniment petit comme à l'infiniment grand? Repousser ces limites est-il le meilleur moyen d'accroître les connaissances sur notre univers matériel, voire plus généralement le meilleur moyen de déployer la pensée dans toutes les directions, autrement dit de penser librement? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Paul. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique et également conseiller scientifique au laboratoire Astroparticules et Cosmologie à Paris. Et vous avez participé à l'ouvrage collectif Passeport pour les deux infinis, paru chez Duno. Un ouvrage qui fera le régal de tous les curieux, désireux de s'aventurer dans l'infini, tel que le perçoivent aujourd'hui les spécialistes de la matière. Autour de ce livre, nous devions également recevoir aujourd'hui Sébastien Descotes-Génon du laboratoire de physique théorique à Orsay, mais malheureusement, il est retenu en Espagne du fait de la grève des contrôleurs aériens. Et il me prie de bien vouloir l'excuser pour cette absence involontaire. Pour autant, il m'a garanti que Jacques Paul pourrait le remplacer au pied levé. Et Jacques Paul, je vous en remercie. Merci. Également avec nous aujourd'hui, Michel Blais. Bonjour. Vous êtes philosophe et historien des sciences, président du comité pour l'histoire du CNRS, et vous publiez chez Vuibert « Penser avec l'infini, la fécondité d'une notion mathématique et philosophique de Giordano Bruno aux Lumières », un livre dans lequel vous relatez quand et comment l'infini s'est imposé comme concept indispensable à l'essor de la science moderne et plus généralement à l'essor de la modernité. Mais pour commencer, plongeons-nous dans l'infiniment petit avec vous, Jacques Paul, avec une première question, j'allais dire presque toute simple. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que l'infiniment petit pour un physicien? Quelle est sa dimension et de quoi est-il composé? Eh bien, l'infiniment petit se situe vraiment à des échelles très loin de nos échelles de tous les jours. Si on les mesure en mètres, il faut parler en milliardième, de milliardième, de milliardième, etc., de mètres. S'il y a une échelle de distance qui peut apparaître comme un horizon, c'est ce qu'on appelle l'échelle de Planck. Alors pour la décrire, si on est familier des puissances de 10, 10 puissance moins 34, ça veut dire 0,34 0, et puis ensuite un 1. Donc alors cette distance, pour l'instant, n'a jamais été bien sûr atteinte, et ni même on s'en est jamais approché. Pour l'instant, les distances qu'on a explorées sont beaucoup plus... Les tailles d'objets sont beaucoup plus grandes. Depuis qu'on s'amuse à briser les particules, bon, on est arrivé pour l'instant à un modèle qu'on appelle le modèle standard des particules, où les particules les plus menues, qu'on considère pour l'instant comme élémentaires, ce qui ne veut pas dire qu'elles le resteront dans le futur, mais enfin, pour l'instant, c'est ce qu'on appelle les particules dites élémentaires, ont des tailles qui se... Par exemple, pour les quarks, leurs tailles sont 1000 fois plus petites que celles, au moins 1000 fois plus petites que celles du proton, qui lui-même est de l'ordre de 1 millionième de milliardième de mètre. Donc voilà, ça c'est l'infiniment petit auquel on peut se confronter, on est capable de se confronter dans des expériences. Au-delà, vers des infiniment plus petits, c'est surtout par la pensée qu'on l'explore. Et on l'explore, comme je vous l'ai dit, jusqu'à cette échelle de Planck. Alors cet infiniment petit que l'on est capable d'explorer avec les machines actuelles, de quoi est-il plus précisément composé? Celui, je crois, qui est donné par le modèle standard de la physique des particules. Voilà, c'est ça, c'est un corps de doctrine de physique, ce modèle standard. Son succès est venu du fait qu'il a prédit
ce qu'on a trouvé dans les accélérateurs de particules depuis une vingtaine d'années. Et pour l'instant, il décrit les particules élémentaires, donc avec deux familles de particules élémentaires, une famille qu'on appelle la famille des quarks, où on trouve 6 particules élémentaires, et puis une autre famille, celle des leptons, composée aussi de 6 particules élémentaires. À ces particules élémentaires se rajoutent d'autres particules, si on veut, qui sont des particules médiatrices. C'est-à-dire c'est des particules dont on estime qu'elles agissent dans les interactions entre particules. Par exemple, si vous avez 2 particules porteuses d'une charge électrique, comme le proton ou comme l'électron, eh bien, quand ces particules interagissent, tout se passe comme si elles interagissaient par l'intermédiaire d'une particule médiatrice, qui en l'occurrence on appelle le photon. Donc, particule médiatrice de l'interaction électromagnétique, c'est le photon. Particule médiatrice de l'interaction forte, celle qui lie les quarks entre eux et celle qui lie les protons et les neutrons au sein du noyau atomique, le gluon. Particules médiatrices de l'interaction faible, ce sont les bosons qui ont été découverts récemment, et ce qui a été d'ailleurs le triomphe de ce modèle standard, les bosons W et Z. Alors vous disiez une famille de quarks, une famille de leptons, 3 particules ou famille de particules médiatrices de force. Vous parliez du triomphe du modèle standard qui décrit l'ensemble de ces particules. Est-ce que pour autant il faut considérer que les physiciens ont clos le bestiaire de l'infiniment petit avec ces différentes familles de particules? Ou bien est-ce qu'il faut s'attendre au contraire à ce que d'autres choses soient découvertes dans ce domaine? Déjà, on peut dire que ce modèle standard ne décrit que les particules médiatrices de 3 interactions, de 3 forces, si vous préférez. Et or, on a pris l'habitude quand même de dire qu'il y avait 4 forces. Il y a une 4e force qui s'appelle la gravité, qui, elle, pour l'instant, échappe complètement à la description du modèle standard. On pourrait effectivement imaginer pour la gravité une description similaire, où il y aurait une particule médiatrice de l'interaction gravitationnelle qui pourrait s'appeler le graviton, par exemple, mais cette description, pour l'instant, est totalement hypothétique, et la gravitation échappe à ce modèle standard, et c'est un des grands défis de la physique actuelle, d'essayer de réconcilier toute la physique qui décrit la gravitation, qu'on peut appeler la relativité générale d'Einstein, et la physique qui décrit les 3 autres forces qu'on a pris l'habitude de baptiser du nom de mécanique quantique. Donc réconcilier ces 2 moyens d'interroger la nature est le grand défi du siècle. Sera-t-il atteint? Y a-t-il unification des forces? On peut même se demander si ce n'est pas un problème purement philosophique de vouloir toujours réduire les choses à 1. Mais bon, il s'avère qu'effectivement, si on arrive à marier gravitation et les autres forces, on pourra accéder à ce moment-là à des états de la nature qui nous sont pour l'instant totalement étrangers. Alors, modèle standard d'un côté, possibilité de décrire la gravitation via peut-être l'existence de particules telles le graviton, mais je crois que c'est typiquement le genre de choses que le LHC, l'accélérateur géant du CERN entré en service il y a un an, ne pourra pas encore explorer. Néanmoins, il ira au-delà du modèle standard. Est-ce que les physiciens ont déjà une idée du type d'infiniment petit qui pourrait se révéler au LHC? On espère qu'il ira au-delà du modèle standard. Chaque fois que... Parce que si ça s'arrêtait au modèle standard, ce serait bien triste. Non, on espère qu'il y a une physique au-delà du modèle standard. On en est même à peu près sûr, parce qu'il y a tellement de phénomènes. Alors là, c'est plutôt dans l'infiniment grand, on en reparlera. Mais il y a tellement de phénomènes qu'on n'arrive pas à expliquer pour l'instant. On peut dire que le contenu de l'univers nous est complètement inconnu, à part quelques pourcents.
eh bien, il faudra bien trouver de nouvelles particules pour expliquer, par exemple, ce que les astrophysiciens appellent la matière noire. Et c'est justement un des grands espoirs, à la mise en service de ce grand accélérateur à Genève, de créer ces fameuses particules de matière noire. Alors, elles sont sans doute assez massives, mais comme vous le savez, énergie égale masse, donc les interactions qui se déroulent au CERN en ce moment mettent en jeu de telles énergies qu'on pourra effectivement, peut-être éventuellement, synthétiser, fabriquer des nouvelles particules qui pourraient expliquer des pans entiers de l'univers. Et c'est un des grands espoirs de la mise en service de cet accélérateur à Genève. Si on y arrive, ce sera encore un nouveau triomphe pour la physique des particules qui aura comme ça expliqué vraiment tout ce qui a de la masse dans l'univers. Ce serait une formidable découverte. On n'en est pas encore là, mais en tout cas, on pense que les énergies qu'on arrive à communiquer aux particules dans cet accélérateur du CERN sont telles que de leurs interactions pourraient jaillir des nouvelles particules dont la plus stable et la plus légère pourrait être un excellent candidat pour cette fameuse matière noire. Alors je crois que, outre ces hypothétiques particules de matière noire, on attend du LHC qu'il révèle une particule appelée boson de Higgs, qui manifestement est extrêmement importante pour les physiciens. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots de ce boson de Higgs ? Oui, c'est vrai que j'aurais dû commencer par là. Moi, j'ai tout de suite sauté sur les particules un peu plus exotiques, particules de matière noire, mais on a d'abord construit ce grand accélérateur, et du moins on a essayé de le pousser à des énergies telles qu'il puisse révéler l'existence de ce boson de Higgs, qui est en quelque sorte la pierre de touche, la clé de voûte de ce fameux modèle standard. Parce que ce modèle standard avait, il y a une vingtaine d'années, trentaine d'années, un gros problème, c'est qu'il décrivait bien toutes les particules dont on a parlé tout à l'heure, mais qu'un petit problème, c'est que ces particules avaient une masse nulle. Alors, ça faisait un peu désordre. Donc, un physicien britannique a imaginé qu'on pouvait donner de la masse à ces particules en proposant ce boson de Higgs qui agirait un peu comme un frein pour les autres particules. Imaginez que ces autres particules, c'est comme quelqu'un qui marche sur un sol collant. C'est-à-dire, certaines particules seraient plus freinées que d'autres, et donc, du coup, recevraient une masse plus grande que les autres. Donc, mais ça, c'est vraiment attendu. Le modèle standard rencontrerait certaines difficultés si cette particule n'était pas découverte au CERN. Les particules de matière noire, ça, c'est en quelque sorte la cerise sur le gâteau. Outre ce boson de Higgs et ces particules de matière noire, est-ce que les physiciens attendent d'autres surprises au LHC ? Vous savez, chaque fois qu'on explore des domaines nouveaux, on attend des surprises. Par exemple, on peut très bien... il est tout à fait concevable qu'au LHC, les interactions aient des énergies suffisantes pour créer ce qu'on appelle des trous noirs. C'est des trous noirs tout petits, il ne faut pas s'affoler. Au moment du démarrage du CERN, certains s'étaient émus de la possibilité qu'un de ces trous noirs dévore la Terre. J'espère que c'est pas de cela que vous nous parlez. Alors là, on peut rassurer tout le monde pour la simple et bonne raison qu'il nous tombe en ce moment sur la tête à haute dose de ce qu'on appelle des rayons cosmiques, qui sont exactement les mêmes particules que celles qu'on accélère dans l'anneau du CERN. Et ces rayons cosmiques tombent sur Terre depuis que la Terre existe, et elles ont des énergies, incidemment, elles ont des énergies encore supérieures à celles qu'on atteint au CERN. Donc, si des collisions de ce genre de particules sont susceptibles de former des trous noirs, ils s'en forment.
depuis que le monde est monde. Donc, et pour l'instant, la Terre est restée entière depuis plus de 4 milliards d'années. Donc, il faut totalement exclure l'idée que des savants fous au CERN pourraient déclencher une forme de fin du monde. Par contre, si on arrive à fabriquer ces trous noirs, là, ce sera encore une avancée nouvelle dans la physique, parce que ces trous noirs, ces entités totalement extraordinaires que sont les trous noirs, on en a beaucoup besoin en astrophysique, on en a besoin, mais ce serait bien de les fabriquer. Et si on les fabrique, ça veut dire qu'elles existent vraiment. Le meilleur moyen de prouver que quelque chose existe, c'est encore de le fabriquer. Absolument. Quand le LHC en aura fini, je crois qu'il va fonctionner une vingtaine d'années, est-ce que les physiciens en auront fini avec l'exploration de l'infiniment petit? Et sinon, que restera-t-il encore à découvrir? On peut dire que normalement, les physiciens n'ont jamais fini, et la recherche n'a jamais fini, puisque la recherche, elle marche de la manière suivante. Vous faites une machine pour résoudre une question. Bon, des fois, vous y arrivez, des fois pas, mais de toute façon, en général, il vous tombe de nouvelles questions. Donc, ça va au contraire, il y a une croissance exponentielle des questions. Et est-ce qu'on a une idée du genre de questions qui pourraient se présenter au terme de la période de fonctionnement du LHC? Eh bien, déjà, je peux déjà vous dire que les physiciens se préoccupent de machines plus performantes que le CERN. Le CERN n'est pas la dernière machine que les physiciens ont en tête. Il se prépare déjà, et depuis pas mal d'années, à son successeur, qui, au lieu d'être circulaire, serait plutôt un accélérateur linéaire qui utiliserait des procédés peut-être encore plus efficaces pour accélérer les particules. Et en ce moment-là, c'est toujours quand même dans l'idée que concentré en un point, à l'endroit où deux particules se rencontrent, arriver à faire un maximum d'énergie pour, à travers la fameuse relation E égale mc2, si vous mettez beaucoup d'énergie dans un petit point, vous pouvez espérer en voir sortir des particules, des trous noirs, tout ce que vous voulez. Et donc, cette quête n'aura jamais de fin, puisque si on peut dire par exemple que le LHC arrive pour l'instant à reproduire des conditions énergétiques qui sont celles que le Big Bang a connues dans ses premiers instants. Mais ce serait bien de remonter encore plus haut. Et plus on mettra de l'énergie dans des accélérateurs, plus on arrivera à s'approcher des conditions ultimes du Big Bang, et donc de tutoyer ces fameuses limites dont on avait parlé tout à l'heure. Et on en est encore loin. Donc, la théorie du Big Bang sera attestée d'autant plus qu'on pourra reproduire des expériences jusqu'au moment les plus proches du moment initial. Alors on le comprend bien, en montant en énergie, en se rapprochant du Big Bang, on se rapproche de ce qu'il y a de plus petit, de l'infiniment petit. Est-ce que les physiciens ont l'impression qu'il y a une limite conceptuelle à l'infiniment petit, ou bien est-ce qu'on peut imaginer une sorte de régression à l'infini, un infiniment toujours de plus en plus petit au fur et à mesure que... Je crois qu'on peut dire que la limite, limite, c'est beaucoup dire, mais une forme d'horizon pour l'instant, c'est cette fameuse distance de Planck, en deçà de laquelle on n'est pas sûr qu'on a pour l'instant les outils. Maintenant, un jour viendra où on les aura peut-être. Je crois qu'il ne faut pas se donner de limites, pas plus du côté de l'infiniment petit que du côté de l'infiniment grand. Parce que même s'il y a des limites expérimentales, en tout cas, la pensée, elle n'a pas de limite. Donc il n'y a pas de raison de penser qu'il y ait une limite à l'infiniment petit, un ultime infiniment petit. Il y a simplement, conceptuellement, une limite au-delà de laquelle on ne peut pas décrire cet infiniment. Il y a une forme d'horizon au-delà de laquelle on ne comprend plus rien, mais ce n'est pas parce qu'on ne comprend plus rien qu'il n'y a rien à comprendre. Simplement, on n'est pas encore équipé des outils pour comprendre. Et ça, l'histoire des sciences le montre à l'envi, que chaque fois qu'on
qu'on s'est doté d'outils nouveaux, ben, on a exploré des infiniment petits ou des infiniment grands beaucoup plus grands ou beaucoup plus petits que ceux qu'on explorait précédemment. Et bah, je serais heureux qu'il n'y ait pas de limite. Parce que s'il y a une limite, ça veut dire qu'il y a une limite aux capacités de l'intelligence, ce qui serait quand même un peu triste. Alors venons-en, si vous le voulez bien, maintenant à l'autre infini, l'infiniment grand, autrement dit l'univers. Et pourriez-vous commencer par nous donner une idée de la taille de cet infiniment grand dans lequel nous vivons? Alors là aussi, c'est difficile. Hein. Bon, c'est de la philosophie de comptoir de dire que l'homme se situe à égale distance des deux infinis. Bon, en termes de mètres, je crois que l'infiniment petit est plus loin que l'infiniment grand. Bien que, pour une simple et bonne raison, c'est que la limite ultime, ce serait la taille de l'univers. Alors, si vous dites que l'univers est infini, ce qui est sans doute le cas, bon, il n'y a pas de limite. Mais il y a un petit détail, c'est que cet univers, là, c'est attesté, a un début. Il a eu un début. Donc même s'il est infini en dimension, il n'est pas infini dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a eu un début. Et s'il y a eu un début, eh bien, on peut déboucher sur la notion d'univers observable. Donc, admettons que l'univers soit infini. Même si l'univers est infini, du fait que l'univers a un début, on ne peut pas observer d'objets, d'astres, qui a une distance plus grande que la lumière, mais pour voyager depuis ce début de l'univers. Donc pour mettre des chiffres, bon, il est attesté que, maintenant c'est à peu près sûr, officiel, que l'univers a 13,7 milliards d'années. Donc, tout objet, tout astre qui est situé dans un univers éventuellement infini a une distance qui serait telle que la lumière mettrait plus que 13,7 milliards d'années pour nous parvenir, ne serait pas visible, ne serait pas détectable. Non pas par l'incapacité des instruments, tout simplement parce que la lumière ne nous est pas encore parvenue. Vous disiez tout à l'heure l'infiniment petit, ultime, en tout cas accessible par la pensée aujourd'hui, c'est 10 puissance moins 33 mètres, l'échelle de Planck. Voilà, alors est-ce de l'autre qu'en côté, puissance de 10, on peut donner une idée de la taille de cet univers observable? De l'autre côté, alors, bon, à première vue, on pourrait dire la taille de l'univers observable, c'est 13,7 milliards d'années-lumière, mais ça, ce serait faire fi du fait que l'univers est en expansion. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais en quelque sorte, on est d'accord maintenant pour dire que l'univers observable, c'est une sphère tout autour de nous, parce que nous sommes au centre de notre univers observable à nous, puisque c'est nous qui observons. Là, ce n'est pas faux de dire qu'on est au centre de l'univers observable, même si ça n'a pas de sens de dire qu'on est au centre de l'univers tout court. Mais de l'univers observable, on en est au centre, et cet univers observable aurait un rayon d'environ 46 milliards d'années de lumière, ce qui convertit en mètres, ça doit faire quelque chose comme 10 puissance 26 mètres. Vous voyez. Donc c'est quand même un peu plus proche de nous que l'infiniment petit. Mais quand même, c'est quand même pas mal. C'est quand même assez inaccessible. Ce qui est toujours très difficile à comprendre pour le profane, c'est cette idée d'un univers qui a eu un début, qui a été très petit, c'est comme ça qu'on le présente souvent, de façon vulgarisée, qui est en expansion, donc qui naïvement, on pourrait dire, grandit, et qui pourtant, vous le disiez, est infini. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie à ce moment-là que l'univers soit en expansion par rapport à sa taille? D'abord, ce n'est pas scandaleux d'avoir une taille infinie, ou d'une taille qu'on ne peut pas mesurer, et de grandir. Par exemple, imaginez que vous voulez savoir si votre enfant grandit. Bon, le moyen le plus simple, c'est de le mettre sous une toise. Mais il y a un autre moyen, c'est de tatouer sur son ventre, par exemple, des traits régulièrement espacés tous les centimètres. Donc là, vous n'avez pas besoin de mesurer la taille de votre enfant. Il peut très bien avoir une taille infinie, mais vous pouvez voir, au cours du temps, vous pouvez voir la distance grandir entre les traits que vous avez tatoués sur son ventre. Et à ce moment-là, vous aurez la preuve qu'il grandit.
Ben, c'est exactement ce que font les astrophysiciens. Ils se donnent des jalons dans l'univers et ils s'aperçoivent que la distance entre ces jalons grandit. Donc on peut dire que l'univers est en expansion, qu'il soit infini ou non. Ce n'est pas prouvé qu'il soit infini. Ce serait sympathique, mais c'est loin d'être prouvé. On est sûr que sa taille est plus grande que l'univers observable, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui peuvent vous faire des belles théories disant que l'univers n'est pas infini. Mais ça, peu importe, puisque on ne peut pas le prouver, puisqu'on n'y a pas accès. Donc, à partir du moment où il n'y a pas accès, c'est une spéculation. Alors voilà pour la taille de l'univers. Est-ce que rapidement, vous pouvez nous dire si aujourd'hui les astrophysiciens connaissent le contenu de cet univers, le contenu de l'infiniment grand? Ah ben ça, c'est ce qu'il y a de plus triste, on peut dire. C'est qu'on croyait bien... Enfin, disons que le XXe siècle, c'est prétendu le siècle de l'atome, ce qui est vrai quand même. Eh bien, le XXe siècle s'est conclu avec le désastre suivant, c'est que la matière atomique, hein, celle dont nous sommes faits, celle dont cette table est faite, eh bien, ne représente, celle qu'on connaît, qui nous est familière, plus ou moins, eh bien, ne représente que quelques pourcents du contenu de l'univers en énergie ou matière, ce qui est pareil. On sait maintenant, enfin, on est à peu près sûr sur les proportions suivantes. L'univers contient donc 30% de matière pesante, c'est-à-dire capable de susciter la gravitation, et donc seulement une petite fraction, c'est notre brave matière atomique. Le reste de cette matière pesante est d'une nature totalement inconnue, et comme elle est de nature inconnue, on l'a appelée matière noire. On est sûr. Beaucoup d'observations astronomiques démontrent qu'on en a besoin, sinon on ne peut pas expliquer pourquoi il y a des amas de galaxies, etc. Et cette matière, bon, on l'a baptisée noire, c'est une erreur, on devrait l'appeler transparente, parce que si elle était noire, on la verrait quand même. Or, on ne la voit pas. Donc, noir, là, pour moi, signifie plutôt qu'on n'y comprend rien. Alors là, c'est le grand espoir, c'est que le CERN nous sorte une particule qui ferait l'affaire. Donc ça résoudrait le problème de la matière noire, mais je crois qu'il y a plus grave encore. Bah, pire encore, oui, parce que là, c'est tout récent, ça vient de sortir, ça a 10 ans. Quand on a découvert que l'univers était en expansion, dans les années 1930, grâce à Hubble, bon, on s'est dit, d'accord, il est en expansion, mais cette expansion doit nécessairement se ralentir. Pourquoi ? Parce que comme l'univers est massif et composé de matière, eh bien, il retient cette expansion un peu comme la Terre retient une fusée qui s'envole. Il faut beaucoup d'énergie pour que la gravitation de la Terre soit compensée par la poussée de la fusée. Bon, toute chose égale par ailleurs, on pensait que l'univers étant essentiellement composé de matière pesante devait nécessairement être en expansion. D'accord, cette expansion devait se ralentir. Or, depuis 10 ans, on a découvert, et c'est quelque chose qui est assez solide, observationnellement parlant, que non seulement l'univers est en expansion, mais cette expansion s'accélère. Alors là, quand c'est sorti, il y a 10 ans, eh bien, on s'est dit, mais qu'est-ce qui peut faire accélérer l'univers ? Ça veut dire que l'univers doit être rempli d'une substance, d'une entité qui non seulement compense la gravitation, mais fait encore mieux, en quelque sorte une sorte d'entité antigravitationnelle qui aurait pour effet de l'accélérer. Alors cette entité antigravitationnelle, comme on ne sait rien du tout de ce que c'est, on l'a appelée l'énergie noire. Là encore, noir signifie qu'on n'y comprend rien. Est-ce qu'on a quelques idées sur sa nature ? Oui, bien sûr, on a plusieurs idées sur sa nature, mais justement, le fait qu'on a plusieurs idées sur sa nature prouve qu'on n'a pas compris. Tant qu'on a plusieurs théories pour expliquer quelque chose, c'est qu'aucune, enfin, certainement, il y en a beaucoup de fausses. Donc, certains ont mis en avant une forme d'énergie du vide, d'autres ont mis en avant d'autres formes de... Alors, curieusement, Einstein, quand il avait mis au point sa théorie de la relativité générale, il l'avait appliquée à l'univers, et lui, c'était avant Hubble.
Il avait appliqué ça. Et lui, il voulait un univers statique. Donc, l'univers tel qu'il était quand Einstein a fait sa théorie, donc dans les années 1920, eh ben lui, il était censé s'effondrer sur lui-même, toujours par l'effet de la gravité. Donc il s'est dit, puisque l'univers existe, et qu'il ne voulait pas tellement qu'il soit en expansion, il n'avait pas trop envie pour des raisons, j'imagine, plutôt philosophiques que physiques, parce que qui dit expansion dit point zéro, qui dit point zéro dit existence. Donc il a mis dans ses équations une constante qui empêchait l'univers de s'effondrer. Et cette constante, à partir du moment où Hubble et les autres ont découvert l'expansion de l'univers, cette constante n'était plus nécessaire. Et il a même dit à des physiciens, oui, d'avoir proposé cette constante, qu'on appelait la constante cosmologique, a été la plus grande bêtise de ma vie. Il s'avère que maintenant, on a besoin de quelque chose du même style. Alors, est-ce que c'est la constante cosmologique à laquelle pensait Einstein, ou est-ce que c'est autre chose? Ça, c'est l'avenir va nous le dire. Il faudra multiplier les observations pour connaître la nature de cette énergie noire. Mais voilà, c'est un raccourci amusant de l'histoire des sciences qu'on doit réintroduire maintenant une constante qu'Einstein avait introduite pour bien d'autres raisons. Ce que je comprends, c'est que l'univers recèle encore de nombreux mystères, une majorité de mystères. Ça n'empêche pas les théoriciens de spéculer bien au-delà de ces mystères de notre univers, et par exemple de proposer que notre univers ne pourrait être qu'une petite bulle contenue dans un méta-univers encore plus vaste. Si c'était le cas, à quoi ressemblerait l'infiniment grand ? Oui, alors là, je ne sais même plus si le mot grand a le droit de s'appliquer, parce que ce à quoi vous faites allusion, c'est ce qui est connu dans la littérature sous le nom de méta-univers. Bon, c'est vrai que ça a bien des avantages, cette notion de méta-univers, parce qu'il y a quelque chose qui peut choquer certains dans notre univers, à nous, notre brave univers, c'est qu'il semble que les lois de la physique sont ajustées d'une manière aussi précise que en 13,7 milliards d'années, on est arrivé, par exemple, à faire des êtres pensants, ce qui nécessite que l'univers fasse des éléments autres que l'hydrogène et l'hélium, donc qu'il existe des étoiles, etc. Et tout ça nécessite des réglages très fins de ce qu'on appelle les grandes constantes de la physique, qui sont par exemple la vitesse de la lumière, la constante de la gravitation, etc. Vous changez un tant soit peu ces constantes de la physique, il n'y a plus l'univers évolue, pas du tout comme il l'a fait. Et par exemple, la pensée consciente n'émerge pas, puisqu'il n'émerge même pas d'étoiles et même pas de planètes. Donc, les gens se sont dit, mais finalement, pourquoi cet univers a été ajusté pour que la conscience existe? Et là, de nouveau, il y a toujours lutte entre des gens qui ont une vision métaphysique, qui leur dit c'est normal, s'il y a un créateur, au fond, c'est normal qu'il ait créé un univers où un être pensant peut subsister. Par contre, si vous avez envie de rester ultra copernicien, c'est-à-dire de toujours dire que l'homme n'est au centre de rien et qu'on n'a rien d'exceptionnel, à ce moment-là, il faut accepter l'idée que notre univers est un univers parmi tant d'autres. Alors, ça n'aurait rien d'extravagant qu'une pensée, qu'un être pensant émerge dans un univers dont les constantes sont ajustées, mais si vous avez une quantité, on va dire infinie, mais pas infinie, mais énorme, on parle de 10 puissance 50 univers possibles dans ce méta-univers, alors cela, qu'il y en ait un qui aboutit à faire émerger des êtres pensants n'a rien d'exceptionnel, ça correspond aux simples lois de la probabilité. Alors ce méta-univers, il a quand même bien des inconvénients pour le décrire, parce que dans ce méta-univers, la notion de temps et d'espace n'a plus de sens, déjà. C'est un univers apparemment qui serait totalement régi par les phénomènes quantiques. Alors on parle d'espèces de mousse, etc. Enfin, c'est pas facile à accepter. Enfin, il faut bien l'accepter, mais
À ce moment-là, on ne peut pas dire quelle serait la taille de ce méta-univers, parce que la notion de distance n'aurait pas de sens. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que tout ceci est encore aujourd'hui extrêmement spéculatif. Et ce qui est absolument passionnant, c'est que dès que l'on s'aventure à discuter de l'infini, qu'il soit petit ou grand, on voit que les questions métaphysiques sont jamais très très loin. Mais en même temps, le fait qu'on soit là pour en discuter montre qu'on n'a pas tellement de soucis à disserter, à penser à l'infini. Or, ce qui est extrêmement intéressant, on va voir ça avec vous, Michel Blais, c'est qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Puisque, comme vous l'écrivez dans votre livre, l'émergence d'une pensée de l'infini et d'une pensée avec l'infini dans l'histoire occidentale se situe à peu près au tournant du XVe et du XVIe siècle. Et j'aimerais que vous nous expliquiez dans quel contexte historique l'infini est-il devenu un objet de préoccupation scientifique et de quelle manière ? Oui, alors c'est vrai que tout ce qui a été dit depuis le début de notre réunion repose sur une évidence, c'est qu'il y a de l'infini et que c'est sur un fond d'infini que l'on pense. On pense sur un fond d'infini vers le tout petit ou vers le très grand. Mais la pensée est une pensée avec l'infini. Or, l'idée qu'il y ait une pensée avec l'infini et que l'infini soit premier du point de vue de l'organisation des savoirs est une chose absolument pas évidente. Elle l'est sans doute pour nous, parce qu'on vit là-dedans, mais elle ne l'a pas toujours été. Et en particulier, disons, avant 1600, le monde et la manière dont on le pensait étaient, si je puis m'exprimer ainsi, à l'inverse. C'est-à-dire que ce qui était premier, ce qui était fondamental, c'est ce qui était fini. C'est-à-dire le monde était fini. C'est-à-dire qu'on vivait dans un monde clos, parfaitement organisé, structuré, mais fini. Et la pensée de l'infini, d'ailleurs l'infini c'est une négation du fini, donc on pense le fini à partir, on pense l'infini à partir du fini, alors qu'aujourd'hui nous pensons le fini à partir de l'infini. Donc c'est un renversement conceptuel extrêmement important qui s'est passé précisément, disons, aux alentours, on pourrait dire en 1584, mais c'est un peu absurde. Je veux dire, pourquoi 1584 ? C'est un peu absurde de donner une date ainsi aussi précise, mais cela fait sens malgré tout. Il faut comprendre. Donc le monde est fini, la Terre n'est pas totalement explorée. Bon, vous connaissez tous les grands voyages qui se situent, découverte de l'Amérique et tout ça. Et là, je ne veux pas rentrer dans le détail de tout ça parce que sinon on pourrait rester là très longtemps. Ça serait très agréable, mais c'est pas prévu comme cela. Donc, les premiers voyages indiquent que on peut imaginer des parcours dans un monde qui est la Terre et d'un monde différent de celui dans lequel on avait vécu jusqu'à un certain moment. Dans ce contexte-là, il devient possible d'imaginer que les cieux ne sont pas exactement comme on les a pensés depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que peut-être, et c'est ce que va dire Copernic auquel a été fait référence il y a 5 minutes, que peut-être la Terre n'est pas au centre du monde, mais qu'elle est une planète, et qu'au centre du monde se trouve le Soleil. Bon, ça c'est une première transformation, c'est la transformation copernicienne, mais le monde de Copernic est un monde clos, fermé, fini par la sphère des fixes. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le monde fini et que la pensée est une pensée du fini, y compris du point de vue des mathématiques. On pense toujours le continu mathématique à partir d'une construction du fini, d'où les paradoxes de Zénon, toutes ces questions. Qu'on verra après. On verra après, on verra après, oui. Bon, alors je vais garder l'ordre et précisément tout ce qui va advenir, disons, c'est un développement de Copernic, si je puis dire, c'est une prise au sérieux de Copernic contre la théologie, mais ça on y reviendra aussi tout à l'heure. Si vous le voulez bien. Voilà, vous voyez, comme ça vous avez un suspense. Hein. Donc vous avez, ce qui va se passer, c'est qu'en 1584, Giordano Bruno, voilà, c'est lui, 1584, publie un livre affirmant clairement, il n'en a aucune preuve, c'est profondément métaphysique, hein, c'est profondément spéculatif. Il affirme de façon claire que l'univers est infini. Et il le dit, il prend un exemple très simple, c'est que les sens, la plupart du temps, nous trompent. Et une manière très simple de le montrer, c'est de dire, regardez, vous voyagez, vous êtes sur un bateau, l'horizon, vous avez toujours l'impression que le monde est fini parce que vous voyez l'horizon, mais si vous vous déplacez, l'horizon se déplace, elle n'existe pas. C'est une illusion des sens. Donc, bon, ça, on voit bien, c'est lié aux voyages qui ont eu lieu à la nouvelles expéditions. Bah alors, pourquoi est-ce que la voûte céleste aurait-elle plus d'existence que l'horizon? Bah, il n'y a pas de raison.
elle est aussi une illusion d'essence. Et à partir de ce moment-là, pourquoi ne pas penser que c'est une illusion et que le monde est infini? À partir de ce moment-là, disons, c'est une date, des gens, certains autres savants qui ont pris Copernic au sérieux vont prendre Bruno au sérieux, et le monde devient infini, c'est-à-dire que tout ce qui était pensé sur un mode fini va devoir être pensé sur un mode infini, et d'un certain point de vue, c'est à ce moment-là que commence officiellement la science moderne dont on vient de nous parler il y a 2 minutes. Alors vous parliez concernant Giordano Bruno d'une spéculation métaphysique ou au moins théorique. Je pense si j'ai bien lu votre livre, il y a un autre événement très marquant quant à l'introduction du concept d'infini, du moins en cosmologie, sont les observations faites par Galilée. Alors, on peut dire qu'à partir d'un certain moment, alors Galilée sera un homme très prudent parce qu'il ne faut pas perdre de vue l'idée, le fait qu'en 1600, Giordano Bruno, ayant affirmé que le monde était infini et pour d'autres raisons, a fini, disons, brûlé le jour des cendres au Campo di Fiori à Rome. Vous verrez d'ailleurs, si vous allez à Rome, on voit là une statue d'un moine très triste, encapuchonné, et c'est Giordano Bruno. Et vous vous direz à ce moment-là, l'infini était là à un certain moment et je suis dedans maintenant. Bien, alors, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on pense sur le mode de l'infini, eh bien, cela devient très intéressant d'aller voir ce qui se passe là-haut. Avant, ce qui se passait en haut n'avait aucun intérêt puisque ça ne changeait jamais, c'était la perfection du mouvement des astres. Donc, comme c'était la perfection du mouvement des astres, aucune raison d'aller voir ce qui est parfait et qui ne change pas. En revanche, si on pense que là-haut, c'est pas exactement ce qu'ont pensé les autres, mais quelque chose qui est susceptible de transformation, de modification, qu'est-ce que c'est donc ce qu'il y a là-haut? Donc, Galilée monte sur le toit de sa maison, construit une lunette avec laquelle, il faut bien avoir ça en tête, c'est une lunette avec laquelle on ne peut pas voir grand-chose. Parce que les verres de l'époque ne sont ni achromatiques, ont des bulles, donc il faut avoir une forte conviction et savoir ce que l'on veut voir. Et Galilée sait ce qu'il veut voir, c'est-à-dire qu'il imagine que le monde est autre. Donc il prend sa lunette, il regarde d'abord la Lune, et puis il voit sur la Lune ce qui nous paraît évident à nous maintenant, c'est-à-dire il voit des ombres, simplement quelques ombres, des lumières, des ombres, et il les interprète comme des aspérités, des montagnes, des trous sur la Lune. C'est-à-dire qu'il fait un travail de perspectiviste et il dit, c'est cela que je vois. Donc si je vois ça sur la Lune, c'est que la Lune n'est plus un astre parfait, mais un astre qui ressemble à la Terre, parce qu'elle a des montagnes et des vallées. Et c'est-à-dire que le monde, la planète Terre, devient une planète un peu plus anonyme et que progressivement le monde entier devient, disons, homogène et perd de sa perfection. Puis il dirige sa lunette vers la Voie lactée, et puis cette Voie lactée devient un amas d'étoiles, et comme il le dit si bien, il y a de nombreuses étoiles qu'on n'a pas vues, et derrière les étoiles, d'autres étoiles, et puis d'autres étoiles, et puis encore d'autres, et puis après on en verra très très loin des étoiles, mais le mouvement est lancé, et la pensée se constitue avec l'infini, c'est-à-dire qu'on ne se dit plus le monde est fini, il n'y a rien à voir, le monde est infini, il y a plein de choses à trouver. Et là, tout change. Pour autant, même si on voit bien comment l'infini arrive comme ça, du fait des évolutions de l'astronomie notamment, cette notion d'infini pose d'énormes problèmes aux penseurs de l'époque moderne pour des raisons métaphysiques et religieuses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons? Alors ça, oui, penser l'infini est une chose très très difficile et très compliquée. Je ne prendrai qu'un exemple très simple. C'est l'exemple de Descartes ou même de Pascal. C'est-à-dire pour l'un comme pour l'autre, l'infini ne peut pas être compris, il ne peut être qu'admiré. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie une chose très simple, c'est que pour un Descartes, par exemple, son monde est parfaitement copernicien, les planètes tournent entourées dans un tourbillon et tout ça, mais le monde n'est pas infini. Il est indéfini, car l'infini est le nom de Dieu. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, si l'infini est réservé à Dieu, eh bien, comment faire pour penser avec l'infini? Or, c'est une des tâches du XVIIe siècle que de résoudre la question de pouvoir penser avec l'infini, c'est-à-dire de pouvoir penser à un monde infini, des mathématiques infinies, sans que Dieu
n'interviennent dans cette affaire ou ses représentants sur Terre, ce qui, de ce point de vue-là, est à peu près la même chose. Mais on doit le penser d'une manière indépendante de Dieu pour constituer ce qui a, je fais un petit saut, mais on y reviendra, pour constituer une autonomisation de la physique mathématique au XVIIIe siècle, indépendante de la théologie. Et tout le XVIIe va essayer de penser des choses extraordinairement difficiles, c'est-à-dire penser avec l'infini, en ayant Dieu à côté de soi, et c'est pas évident à cette époque où, malgré tout, la théologie, la religion est une chose extraordinairement prégnante. Donc il fallait se séparer de cela. Bon. Alors, difficultés métaphysiques, théologiques, mais je crois pas seulement, car du côté de l'infiniment petit, il y a d'énormes difficultés mathématiques à relever pour comprendre l'infini et travailler avec. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ces difficultés mathématiques ? Alors, bon, on peut être très très simple. Alors c'est très compliqué mathématiquement parce qu'il ne faut pas croire que ces gens-là n'avaient pas des compétences mathématiques extrêmement fines et extrêmement subtiles. Mais on peut. Le grand problème qui se pose, alors il y a le problème théologique d'associer Dieu, l'infini, c'est le nom de Dieu. Et je fais juste une petite chose encore, au lien sur les mathématiques. Descartes n'utilisera jamais d'infiniment petit. Parce qu'utiliser des infiniment petits réels, c'est évidemment bricoler des choses qui ont peut-être à voir avec la théologie, avec Dieu, ce qui est embêtant. Ça gêne moins le physicien aujourd'hui, je dois dire, mais enfin à l'époque ça gênait énormément. Alors d'un autre côté, il y a des problèmes mathématiques qu'il faut surmonter, des problèmes mathématiques difficiles qui sont finalement les vieux problèmes de l'Antiquité qui ont traversé tous les siècles, qui sont les paradoxes de Zénon. C'est-à-dire comment penser la continuité d'un mouvement, comment penser le début d'un mouvement. Vous imaginez qu'on n'a pas de calcul différentiel. Aujourd'hui, on écrit x, dx sur dt et rouler la machine. Non, là, ça marche pas comme ça. Comment penser le début d'un mouvement, c'est-à-dire comment penser le début d'un mouvement continu. Si vous voulez penser, ça c'est Galilée dira, c'est comme ça. Mais c'est comme ça, c'est quand même pas absolument convaincant. Le problème, c'est que pour qu'un mouvement, par exemple, la question est, si un mouvement commence, mouvement de chute, il doit passer par tous les degrés successifs de vitesse, comme dit Galilée. S'il passe par tous les degrés successifs de vitesse, si c'est le continu, il y en a un nombre infini. Il faut donc passer par un nombre infini de points. S'il y a un nombre infini de points à parcourir, eh bien, il faut un temps infini, et le corps ne commence pas son mouvement. C'est une autre manière de voir le paradoxe de Zénon, qui est la flèche, on part à la moitié, puis la moitié, puis la moitié, et on n'atteint jamais le bonhomme. Donc, on est confronté là à des problèmes qu'il faut surmonter de mathématiques, et qui étaient des problèmes qui avaient été d'un certain point de vue résolus dans l'Antiquité par Aristote, parce qu'Aristote considérait que le vrai mouvement, c'est le mouvement qui n'a ni commencement ni fin. Évidemment, on éliminait Zénon, on le mettait de côté, c'est-à-dire le mouvement circulaire. Mais à partir du moment où on est dans l'infini, on ouvre le monde, et bien immédiatement, d'autres problèmes viennent se mettre en place, celui du mouvement rectiligne, et si on met en place le mouvement rectiligne, il faut penser son début et sa fin, et son début et sa fin, c'est Zénon, il faut surmonter Zénon, et ça, c'est une affaire techniquement, mathématiquement compliquée. Donc vous avez deux problèmes, d'abord Dieu d'un côté, et d'autre part Zénon. Et tout le XVIIe va essayer, parce qu'ils veulent penser absolument sur le mode de l'infini, parce qu'ils ont la conviction que c'est comme ça que ça doit être, et on en est à la preuve aujourd'hui, la preuve est à côté de moi, je puis dire, et il faut penser comme cela, bien les efforts vont être faits. D'un mot, sans rentrer dans des détails trop techniques, comment est-ce que les mathématiciens ont résolu ce problème de la pensée avec l'infini ? Alors ça sont des choses très très compliquées, parce que on commence, disons pour sauter les étapes, on commence par se mettre dans une position où on utilise des tout petites grandeurs, ce qu'ils appellent les indivisibles. Et puis ils les considèrent comme des grandeurs heuristiques, c'est-à-dire qu'on n'y croit pas trop, mais on les utilise. Et puis on va les utiliser, alors tout est possible. L'imagination mathématique n'a pas de limite. On va avoir des indivisibles qui vont s'agrandir, raccourcir, enfin tout est possible. Exactement comme les physiciens aujourd'hui peuvent imaginer des multiplicités de théories pour arriver à quelque chose, parce qu'ils ont l'idée qu'il faut arriver là. Donc ce cheminement va aboutir passant par un certain nombre d'auteurs comme Cavalieri, et puis après Newton, Leibniz, on va arriver à des méthodes de calcul qui sont le calcul différentiel et intégral que tout le monde en a entendu parler, qui est une méthode de calcul qui permet de calculer
avec l'infini, il y a de l'infini, et donc on s'habitue à manipuler l'infini, c'est-à-dire qu'on dit à un certain moment, l'infini, je peux travailler avec, et je peux avoir des infinis de différents ordres, hein. On peut avoir un dx, un d2x, enfin une différentielle du premier ordre, du deuxième ordre, des infiniment grands, des infiniment petits, et des infiniment petits, d'infiniment petits, puis des infiniment petits, d'infiniment petits. À partir de ce moment-là, ou des infiniment grands et d'infiniment grands, à partir de ce moment-là, on a une mathématique qui questionne le statut de la théologie. Parce que vous êtes là, ils ont ces calculs-là, alors à un moment, il va quand même falloir résoudre le problème de Dieu. Dieu est-il plus grand, plus petit, grand, moyen? Comment il se situe ce personnage? Donc il va falloir à un moment clair couper le cordon ombilical, si je puis dire, de la théologie et de la fabrication des mathématiques, qu'il fonctionne bien à la fin du XVIIe siècle. Alors là, on a bien compris comment les mathématiciens résolvent le problème des calculs avec l'infini. Vous disiez qu'à partir de ce moment-là, on va pouvoir rompre le lien entre infini et théologie. Néanmoins, je crois que les mathématiques ne suffisent pas à ça. Quel geste manque-t-il encore qui va être accompli au XVIIIe siècle, qui va finalement, définitivement séparer l'infini de la question théologique? Il faut effectivement qu'il y ait quelqu'un qui le dise. Comme tout à l'heure, les choses sont là, les gens pratiquent, les gens font, mais il faut quand même qu'à un certain moment, il y ait un livre, un écrit et quelqu'un qui ait le geste. Comme Giordano Bruno avait été celui qui avait dit « c'est infini », il y a une pluralité de mondes dans un monde infini, en 1584, eh bien, au début du XVIIIe siècle, c'est Fontenelle, le président de l'Académie, le secrétaire général de l'Académie royale des sciences, qui écrit un livre sur l'infini, et qui, dans ce livre, reconstruit absolument toutes les mathématiques. On connaît Fontenelle pour d'autres choses, depuis que Leibniz avait dit que c'est un esprit galant et beau. C'était simplement une méchanceté. Cet homme, Fontenelle, est aussi un écrivain. Il a écrit des pastorales, mais on ne peut écrire des pastorales et écrire un livre de mathématiques, c'est pas incompatible. Je ne sais pas si dans la salle certains ont fait les deux, mais enfin c'était possible à cette époque-là. Et il a écrit un gros livre, c'est Éléments de géométrie de l'infini, qui est un énorme livre publié par l'Académie royale des sciences, dans lequel il reconstruit toutes les mathématiques à partir du concept d'infini, mais en précisant bien que maintenant il y a deux concepts. Un concept d'infini géométrique, qui est celui des mathématiques, des physiciens et celui qu'on utilisera, puis un infini métaphysique dont on ne sait pas grand-chose, dit-il, et je le laisse aux autres. Les autres, c'est les théologiens, et à ce moment-là, il y a deux manières de travailler. Il y a infini métaphysique, bon, peut-être le tout du tout, hein, on ne sait pas trop ce que c'est, mais il y a un autre, un autre infini, qui est l'infini géométrique, qui est, qui a sa propre cohérence, et qui permet maintenant, d'ailleurs Cantor fera référence à Fontenelle, qui permet maintenant de construire une mathématique, une physique mathématique absolument indépendante des enjeux de la théologie. Elle est cohérente par elle-même, c'est-à-dire qu'on peut construire un monde en utilisant l'infini, sans que cet infini soit le nom de Dieu. Donc nous entrons dans une nouvelle période et qui s'appellera très rapidement les Lumières. Une question pour vous, Jacques-Paul. On voit bien qu'il a fallu des siècles pour que la raison parvienne à apprivoiser l'infini. Est-ce que pour vous, qui utilisez le concept d'infini quotidiennement dans vos recherches, ça reste un objet comme un autre, ou bien est-ce qu'il est quand même un objet assez singulier? Si oui, pour quelle raison? Ça reste toujours un concept, surtout pour les astronomes. Enfin, il suffit de regarder le ciel la nuit pour être saisi de formes de vertige. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que ce fameux XVIIIe siècle, à force de jouer avec les infinis, on avait introduit un qui était l'infini dans le temps, dans le passé. Et pour ces penseurs du XVIIIe siècle, ils se disaient, bon, l'univers est infini, c'était admis. Donc, s'il existait de tout temps, il est rempli d'un nombre infini d'étoiles. Donc, si on regarde le ciel, où que porte le regard, il devrait tomber sur une étoile. Or, le ciel est noir la nuit. Et ça, ce paradoxe est sorti au XVIIIe siècle. On l'a appelé d'un nom double. Enfin, nous, on l'appelle d'un nom d'un Suisse qui s'appelait Deschazeau, je crois. Mais les Allemands préfèrent Olbers. Voilà, c'est
paradoxe d'Olbers? Eh bien, ce paradoxe n'a été résolu que quand on a eu l'idée du Big Bang et de la création de l'univers, parce que dans un univers qui a un début, le paradoxe d'Olbers est tout simplement résolu. Il n'y a pas un nombre infini d'étoiles dans l'univers observable. Vous vous rappelez, ce fameux univers observable, lui, il n'est pas infini. Et il n'est pas rempli d'une infinité d'étoiles, donc il est tout à fait en accord avec l'idée que le ciel est noir la nuit, ce que tout un chacun peut constater. D'une certaine manière, vous manipulez au quotidien des infinis qui n'en sont pas. Voilà, alors c'est conceptuellement, c'est pour ça que la métaphysique n'est jamais très loin. C'est parce sûr qu'un univers qui a un début a choqué ou a intéressé beaucoup de gens. C'est pas un hasard si dans les années 50, les États-Unis étaient le champion de l'univers de la théorie du Big Bang, alors que l'Union soviétique, qui était quand même a priori défenseur de plus de ratio, enfin d'un univers sans Dieu, n'aimait pas trop cet univers. Et donc il a fallu arriver maintenant à ce fameux méta-univers pour de nouveau diluer la spécificité de notre univers, et c'est en quelque sorte l'émergence de ce méta-univers, la dernière révolution copernicienne, toujours dans le même état d'esprit, on n'est rien d'exceptionnel. Mais cet infini de l'univers, comme je vous l'ai dit, beaucoup de gens, beaucoup d'astrophysiciens le discutent, et on n'a pas apporté la preuve qu'il est infini. Alors, vous avez, au début de votre réponse, évoqué le vertige que les astronomes ou astrophysiciens ressentent quand ils manipulent ces concepts-là. Une question pour vous, Michel Blais: est-ce qu'aujourd'hui, les savants, les scientifiques, disposent de tous les outils nécessaires à penser avec et pour penser l'infini? Ça, pour penser avec, ils pensent avec. On vient de le voir. Ils ne pensent même qu'avec ça. Je pense que personne n'a l'idée que le monde soit clos, fini et parfaitement déterminé. Peut-être qu'un théoricien peut voir ça. Je ne pense pas qu'on ait un modèle clos. Tous les outils, je ne sais pas. Moi, je suis convaincu, comme mon voisin, que la pensée est infinie. Au moins infinie dans son extension historique, c'est-à-dire de la communauté des hommes. Une pensée est infinie. Chacun a évidemment une pensée finie puisqu'il va durer qu'un certain temps. Mais l'ensemble donne une pensée qui peut être infinie. Donc je pense que d'autres choses pourront être comprises à l'infini, précisément. Et je ne sais pas exactement quoi, mais on reste dans un champ de pensée toujours ouverte, parce que c'est, à mon avis, c'est ça qui fait le cœur essentiel d'une pensée avec l'infini qui est la nôtre, c'est que c'est une pensée toujours ouverte. Et s'il n'y a pas de pensée ouverte et libre, il n'y a pas de science non plus telle qu'on l'entend. Mais on a une théologie. Vous avez devancé ma dernière question. J'allais vous demander comment on résout le paradoxe d'une pensée de l'infini avec un cerveau fini. Vous avez donné la réponse. Voilà, on a un cerveau fini puisqu'on vit un certain nombre de temps et on ne peut pas avoir emmagasiné tout. Mais l'histoire de l'humanité est une histoire qui est une histoire de la communauté humaine qui rend compte d'un cerveau qui s'additionne, qui se discute et qui à ce moment-là acquiert une infinité. Les philosophes rapportent toujours l'idée que la pensée humaine est finie. Elle est finie, oui. Moi, je suis fini. Nous sommes finis. Mais nous deux, nous sommes déjà moins finis que vous et moi tout seuls. Jacques Paul, est-ce que et vous si voulez je rassemble ajouter... la salle, on est encore moins fini. Et si je rassemble des millénaires, on est encore moins fini. Donc on est ouvert, la pensée est ouverte. Jacques Paul, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour conclure sur ce point? Non, c'est parfait. C'est exactement c'est un espoir de se dire que la pensée n'a pas de limite. Espérons que plus le temps passera, plus ce sera démontré, mais il faut avoir cet espoir, sinon je crois qu'on n'est pas un très bon chercheur. Je le pense aussi. En tout cas, cette émission, elle a une limite et nous sommes arrivés à son terme. Il me reste donc à vous remercier et à renvoyer ceux d'entre vous qui voudraient en savoir davantage à la lecture de vos ouvrages. Passeport pour les deux infinis, ouvrage collectif paru chez Duno, et Penser avec l'infini, Michel Blais chez Vuibert. Pour ma part, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle édition des livres à la une. D'ici là, bonne lecture, à bientôt.